Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler comment on a arnaqué la France en utilisant la bombe atomique iranienne. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que psychologiquement, Hollande aime bien se montrer dans la cour des grands. Il aime bien jouer dans des parties où il n'est pas invité. Par exemple, lorsque il y a eu cette attaque chimique de terroristes sur la population en Syrie, la question d'intervenir ou pas était entre des puissances comme la Russie et les États-Unis, mais ça n'empêchait pas d'Hollande d'être comme le petit chien qui aboie au milieu et qui absolument était excité, il n'arrivait pas à s'arrêter, à tel point que les deux puissances ont trouvé une sorte d'accord entre elles, et puis il y avait lui au milieu qui cherchait un autre sujet pour nous faire oublier la Syrie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir un truc, c'est que si vous trouvez une bombe atomique dans votre cave ou dans votre chambre à coucher, ça ne va pas faire de vous une puissance atomique. Parce qu'il y a deux points très importants de nos jours. Il faut d'abord avoir un lanceur. Ça signifie qu'il faut être capable de lancer cette bombe avec une grande précision à une très grande distance. Parce que généralement, une bombe atomique, tu n'as pas envie de la faire exploser à 500 mètres de chez toi. Donc ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas non plus la transporter en taxi ou autre pour la faire sauter. Donc il te faut un lanceur. Puis il y a un lanceur très puissant, très spécifique, très rapide, qui ne se fasse pas intercepter par les boucliers que de nombreuses puissances déploient. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi, et ça depuis très longtemps, il faut aussi que tu aies la capacité de ce qu'on appelle une deuxième frappe. C'est-à-dire que si vous regardez au départ, quand la bombe atomique est arrivée, le problème qu'avaient les Russes et les Américains, c'était, oui, mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui allume l'autre le premier? Et on arrive là au scénario, comme disait Bruce Lee, le premier qui frappe gagne. Ça signifie que si la Russie se réveille la nuit et puis décide d'allumer les États-Unis, ben, le matin, il n'y a plus les États-Unis. Donc les États-Unis ne pourraient plus répondre à l'attaque. Donc à ce moment-là, la Russie aurait tout intérêt à attaquer en premier. En fait, les Américains, c'est pareil. Vous pouvez réfléchir de leur côté de la même manière. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont développé ce qu'ils ont appelé la capacité de seconde frappe. Ça signifie qu'il fallait avoir des bombes atomiques qui ne soient pas sur le sol du pays, mais qui soient capables d'être lancées. Alors il y a eu des histoires de placer des missiles à gauche, à droite dans le monde et tout ça, mais ça n'a pas très bien marché. Puis il faut faire aussi confiance aux gens pour aller poser chez eux des bombes atomiques. Et en fait, l'idée qui a été retenue, c'était d'utiliser des sous-marins lanceurs d'engins, des sous-marins atomiques lanceurs d'engins, qui sont des sous-marins qui sont capables de disparaître sous la surface de la mer, très loin, partir à des dizaines de milliers de kilomètres. Et ils sont autonomes et capables de frapper de manière très efficace. Donc ce qui se passe, c'est que si vous regardez l'Iran n'a pas le lanceur, et l'Iran n'a pas la capacité de deuxième frappe. Ça signifie qu'en fait, sur le point de dissuasion nucléaire, l'Iran, ça vaut rien. Alors, bien sûr, en termes de lanceur, il aurait pu, par exemple, c'est pour ça que les Israéliens flippaient un petit peu de cette perspective, parce que ils ont eu peur, comme ils savent bien que l'Iran ne peut pas lancer la bombe atomique sur son ennemi juré, les Américains, ils ont eu peur qu'ils leur balancent la bombe sur la gueule. Ça signifie qu'ils les prennent en fait en otage. Et quand on voit la distance entre l'Iran et Israël, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'un lanceur extrêmement perfectionné pour arriver à cette fin-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point est un point, on va dire, plutôt psychologique. C'est la manière dont les Israéliens perçoivent les musulmans. C'est-à-dire que le problème de la dissuasion, quand tu regardes toute cette idée de dissuasion, hein, s'il y a deux personnes enfermées dans une pièce, chacun avec une grenade dégoupillée qui la tiennent comme ça, et qu'ils menacent l'un l'autre, il faudrait que chacun tienne à la vie. Pour que la dissuasion existe, pour que la dissuasion soit possible, il faudrait que chacun puisse tenir à la vie suffisamment pour ne pas vouloir mourir. Même si le fait de mourir permettrait de tuer l'adversaire, il ne le ferait pas. Or, le problème, si vous regardez sur la dernière décennie, il y a une sorte de concept d'attentat-suicide qui, généralement, est l'apanage, c'est pratiquement la quasi-exclusivité des musulmans. Donc, en fait, effectivement, donc les Israéliens, ils se disent, oui, d'accord, jouer au jeu de la dissuasion avec les Russes ou avec les Américains ou avec peu importe, ok, mais jouer à ce jeu-là avec les Iraniens, non. Parce qu'effectivement, ils ont peur que, je ne sais pas, soit le régime est instable, il peut sauter, puis on arrive à un autre régime à la place qui disposerait de la bombe atomique, soit ce régime lui-même parte un petit peu en vrille, et puis décide de les allumer, etc. Et en fait, c'est vrai que ça peut se tenir, mais vous remarquez que
la majorité des attentats suicides sont plus réalisés par des sunnites que par des chiites. Les chiites, on les retrouve rarement sur le terrorisme international. Et si vous regardez même un pays sunnite comme le Pakistan, il a une bombe sans capacité de seconde frappe, mais c'est juste pour menacer son voisin, l'Inde. Donc ils n'ont pas envie de se retrouver un petit peu dans cette même situation. Toujours est-il que, sanctions économiques sur l'Iran, qu'est-ce qui se passe? On dit que Peugeot et Renault doivent sortir. Voilà, Peugeot et Renault doivent sortir de l'Iran. Donc, parce que les Iraniens essayent de trouver la logique, parce que les Iraniens fabriquent une bombe atomique, ben on va pas leur vendre des voitures. Comme s'ils allaient mettre la bombe atomique sur le toit d'une Peugeot 504 pour aller la balancer sur je ne sais pas qui. C'est pour ça que je vous disais au départ que vous ne pouvez pas utiliser une voiture pour transporter une bombe atomique. Il vous faut un vrai lanceur. Ce qui se passe, c'est que Peugeot, ils vendaient 300 000 véhicules par an sur l'Iran, sur le marché iranien. Même le Ahmadinejad, le précédent président iranien, il roulait en Peugeot, donc la Peugeot était une voiture très populaire. Peugeot est appelé à sortir par les Américains. Voilà. Embargo sur l'Iran, il faut sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Hollande ne défend pas du tout Peugeot, au contraire, il soutient cette décision, il est trop content que la France montre au moins que il veut montrer qu'il est impliqué quelque part, hein. Il a ce complexe là, il veut vraiment montrer que là où il y a les Américains qui font un truc, lui il est là, hein, il fait partie du jeu. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est les Français qui payent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, je crois, 11 000 emplois qui ont été perdus en France à cause de ça. Parce que si vous regardez le déficit du groupe Peugeot, vous allez voir que ce déficit correspond exactement à ce qu'ils vendaient dans le marché iranien. Alors, on continue comme ça. Et là, pourquoi je vous parle d'arnaque? Parce qu'on regarde. Et là, boum, il y a des photos qui sortent en décembre 2013, où on voit des Iraniens rouler en Chevrolet Camaro modèle 2013. Donc en fait, ce qui se passe, Chevrolet, c'est qui? Chevrolet, c'est le groupe GM, General Motors, hein, c'est comme Ford. Et alors en fait, ce qu'on voit, les Américains maintenant qui sont en train de pousser leurs pions pour faire rentrer donc les marques américaines appartenant à GM et autres, pour les faire rentrer sur le marché iranien. Donc voilà, évincer complètement les Français. Et là, j'ai trouvé l'arnaque assez extraordinaire. Ils ont utilisé des techniques pareilles, des techniques similaires pour évincer les Chinois de certains marchés africains, etc. C'est toujours une technique très, très, très répétitive, hein. Il y a un pays, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont une position dominante depuis très longtemps, difficile de les arracher de là. Alors on sort une magouille, on sort une parano sur ce pays-là. Et puis ça permet de prendre des mesures exceptionnelles pour changer le paysage économique de ce pays. Puis une fois que le paysage économique change, bien sûr, ça crée de nouvelles opportunités pour les entreprises américaines. Voilà. Donc avant d'agir bêtement, il faut réfléchir. Mais bon, demander à des socialistes de réfléchir, c'est un petit peu beaucoup. Ils sont plus dans le dogme qu'autre chose. Donc voilà quoi. Mais c'est quand même drôle, la question qui reste ouverte. C'est quand même drôle que les Iraniens et les Américains, qui sont soi-disant des ennemis jurés, c'est quand même drôle de voir que les Iraniens aujourd'hui sont très ouverts aux offres de General Motors, aux offres américaines. Donc c'est drôle. Je me demande s'il n'y a pas aussi un autre niveau de double jeu, si on va au-delà de ce discours. Je me demande s'il n'y a pas même un triple, un quadruple jeu quelque part. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté et puis je reviendrai dans quelques jours. Bye.